Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade et modérateur de nos webinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons divers accompagnements gratuits dans le but de conseiller les ménages au mieux dans leurs projets de rénovation ayant pour but d'améliorer leur logement et ou d'en réduire l'impact environnemental et écologique. Vous pouvez nous joindre soit via le formulaire de contact sur homegrade.brussels, soit par téléphone au 1810, et vous pouvez aussi passer sans rendez-vous dans nos locaux situés place Quetelet, numéro 7, entre les métros Madou et Botanique, sur le site de l'ancien Observatoire d'astronomie de Bruxelles. Sur notre site web, nous vous proposons toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur les toitures végétalisées et une autre sur les citernes d'eau de pluie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Alors voilà, moi j'ai grandi dans un appartement avec une cour qui servait à garer des voitures. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une maison scarbécoise avec un beau jardin où mes trois enfants courent partout et où nos poules se sentent aussi bien à leur aise. Et pourtant, malgré tout ça, je suis convaincu qu'il y a encore plein de choses à améliorer pour en faire un espace plus agréable, plus vivant et peut-être même plus utile. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment valoriser et embellir les intérieurs d'îlots à Bruxelles, qu'il s'agisse de jardins, de terrasses ou même de balcons. On verra comment ces espaces peuvent devenir un véritable atout pour notre cadre de vie, mais aussi pour la ville, notamment en aidant à faire face aux défis de chaleur, d'inondation et ou de manque de nature. Pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir William Delvoye, un de mes collègues de chez HomeGrade qui est dans le bureau situé juste au-dessus de ma tête, qui va partager des idées concrètes et inspirantes pour redonner vie à ces espaces souvent sous-estimés. William, j'arrête le partage, la parole est à toi. Bien, parfait. Merci Charles pour l'intro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là et de vous proposer ce webinaire. Alors, c'est une thématique un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude de vous proposer. Voilà, pourquoi est-ce qu'on va parler des intérieurs d'îlots au sein d'HomeGrade dans le cadre de notre mission. Comme Charles l'a très bien introduit, nous vous conseillons surtout autour de votre logement sur le bâtiment. Et donc, dans le but évidemment d'augmenter votre confort et votre bien-être, mais surtout aussi pour limiter l'impact environnemental. Et donc, notre action, quelque part, elle contribue à ce qu'on appelle la ville durable. Construire la ville durable, ce sont des termes génériques qu'on emploie souvent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Et donc, les intérieurs d'îlots, ce sont des espaces qui sont quand même souvent privatifs, liés à vos logements, et qui sont en interaction avec vos logements. Ça représente plus de 30% d'espace végétalisé à Bruxelles, donc ce n'est pas rien. Et donc, on va voir comment les intérieurs d'îlots peuvent aider à cette transition vers une ville plus durable. Et alors, une ville durable, je résume très rapidement, c'est une ville qui offre un cadre de vie agréable pour un maximum de personnes. C'est une ville qui concilie les besoins socio-économiques et environnementaux. C'est une ville qui perdure dans le temps, sans compromettre les générations futures, ni le monde sauvage, pas oublier. C'est une ville qui est autonome, donc qui est capable de subvenir à ses propres besoins, euh, les besoins en eau, les besoins en nourriture, les besoins en énergie. À Bruxelles, il y a encore un petit peu de boulot. C'est une ville aussi qui est résiliente, c'est-à-dire qui est capable d'encaisser des événements extrêmes, des coups durs et s'y adapter. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on va parler des typologies, on va parler des constats et des besoins à l'échelle de l'îlot, on va parler des constats et des besoins à l'échelle de la ville et du territoire. Je vais vous proposer 10 pistes concrètes d'aménagement. Ce sont plutôt des principes que je vais vous proposer. En intérieur d'îlot, on va regarder ensemble quelques exemples de projets concrets déjà réalisés et il y aura un espace pour vos questions. Les typologies, alors qu'est-ce qu'un îlot? C'est un terrain qui est délimité par des rues, qui est construit ou non. Alors on a un îlot ouvert, on peut avoir des immeubles d'habitation, on peut avoir des maisons unifamiliales. On a tout l'inverse,
l'îlot fermé, c'est-à-dire c'est un îlot qui est délimité par des bâtiments ou maisons mitoyennes. Alors, il peut être soit entièrement construit, comme on voit très très souvent dans le Pentagone, ou il peut être partiellement construit. Ça dépend de la configuration et ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve par rapport au centre-ville. On a la typologie un peu entre deux, qui est une typologie plutôt semi-fermée, c'est-à-dire qu'on a un mix entre des mitoyens, enfin, pardon, des maisons mitoyennes, des bâtiments mitoyens, et alors un intérieur d'îlot qui est accessible par des zones qui sont ouvertes. Et donc, qu'est-ce qu'un intérieur d'îlot proprement dit? Ce sont, au fait, tous les espaces situés à l'arrière des maisons mitoyennes et qui sont donc souvent, comme je disais, en relation avec ces bâtiments. Alors, on a souvent essentiellement des fonctions liées à l'habitat, qui sont des jardins, des cours, des terrasses, mais alors on a aussi des fonctions qui sont plutôt de type infrastructure, donc des parkings, des garages, des ateliers, comme à l'ancien appartement de Charles, aussi des terrains de sport et parfois même des parcs. Un premier type d'intérieur d'îlot, c'est l'intérieur d'îlot infrastructurel qui, lui, est entièrement construit. Souvent, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas non plus de logement et on est au-delà de 90% d'imperméabilité, ce qui est énorme. Et on a le deuxième type qui est tout l'inverse, c'est-à-dire l'intérieur d'îlot jardin. On connaît déjà un petit peu mieux ça. Euh, donc, donc l'intérieur d'îlot qui est ceinturé par les maisons mitoyennes et alors l'intérieur sont plutôt des jardins privatifs ou communs éventuellement. On a un mix entre les deux qui sont des maisons mitoyennes et où on a alors une mixité entre soit des jardins unifamiliaux, des jardins communs, ou alors avec une mixité d'infrastructures, comme on le voit sur le slide de droite, qui est des box, qui sont des box de garage. Alors, on peut faire déjà un premier constat et énumérer une liste de besoins à l'échelle de l'îlot. Alors évidemment, ça dépend si vous habitez une très belle maison avec un grand jardin, comme Charles, mais on constate quand même souvent, et surtout au centre-ville, dans le Pentagone, où il y a une très forte densité, et aussi à plein d'autres endroits, attention, euh, c'est souvent quand même très triste. C'est sombre, c'est très peu agréable, c'est très minéral, il y a souvent très peu d'espace vert, c'est souvent insalubre aussi. On a souvent des vis-à-vis dérangeants, ça peut être parfois très bruyant en fonction de vos voisins, et certaines orientations peuvent être fortement exposées aux aléas climatiques, notamment la surchauffe, la pluie, les orages, etc. Et alors les intérieurs d'îlots peuvent aussi manquer d'espace commun. Je reviens à la slide précédente, donc un nombre de besoins, on pourrait déjà énumérer, par exemple, c'est d'apporter plus de couleurs, plus de lumière, un peu de joie, des aménagements qui sont sympas à regarder, des espaces verts, très importants, ou alors déjà au départ un grand besoin de rénover et d'assainir, d'avoir des installations, par exemple, de brise-vue, quand on a une vue pas très agréable. On peut avoir besoin de calme et de quiétude. On peut avoir besoin de protection et de résilience face justement aux éléments climatiques un peu difficiles. Et on peut avoir simplement besoin d'espaces partagés ou des lieux de sociabilisation, de ressourcement, dans des quartiers où il manque un peu de parcs et d'autres endroits. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Ensuite, vous pouvez peut-être déjà réfléchir à votre lieu de vie. Comme je disais, on ne vit pas tous au même endroit. Il y a des gens qui ont des jardins, il y a des gens qui ont des balcons, il y a des gens qui ont des terrasses, des cours intérieurs, il y a des gens qui n'ont rien de tout ça. Donc, voilà, les besoins peuvent être fortement différents en fonction de votre configuration d'habitation. Alors, je fais un point constat et besoin à l'échelle de la ville et du territoire. C'est important de le faire parce que il y a quand même un besoin, c'est de rendre la ville résiliente face aux urgences. Alors des urgences, il y en a plein en ce moment. On parle surtout des urgences climatiques, des urgences environnementales. Et moi, j'en ai ajouté une, c'est une urgence de bien-être en ville. Il y a d'autres urgences que je ne vais pas traiter ici, qui sont par exemple les urgences démographiques, qui sont les urgences économiques. Disons que ce n'est pas vraiment du ressort de HomeGrid de parler de ça, mais je voudrais quand même parler de ces trois urgences pour comprendre dans quel contexte on va devoir réfléchir au réaménagement des intérieurs d'îlots. Alors, première urgence climatique, vous connaissez tous,
qu'on est de plus en plus face à des événements complètement extrêmes imprévus. Le changement climatique, il est bien là, la planète se réchauffe et chez nous, eh bien, ça se traduit par soit des grosses vagues de chaleur, des canicules qui peuvent parfois durer des semaines. Euh, alors ça a un impact sur la ville parce qu'en ville, on a le phénomène qui s'appelle l'îlot de chaleur urbain. Donc les matériaux minéraux de la ville stockent tout simplement cette chaleur. Donc la chaleur impact, qui est issue du rayonnement du soleil. Cette chaleur, elle va être stockée dans le matériau, elle va être restituée avec un délai, souvent la nuit. Et cette chaleur, ben, comme il n'y a pas vraiment d'endroit pour évacuer cette chaleur, elle va s'accumuler. Et donc, on va avoir vraiment un gros phénomène de surchauffe qui va se cumuler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, on remarque, vous le voyez sur le graphique ici à droite, ce sont les espaces non végétalisés et minéraux qui sont le plus sujets à la surchauffe. À gauche, vous voyez la carte de Bruxelles. On comprend tout de suite que les zones dans le Pentagone qui sont le plus denses et le plus construit et le plus minéral eh ben, sont le plus sujets à la surchauffe. Les conséquences sont absolument dramatiques et voilà, sans vouloir dramatiser, il faut quand même le citer. Il y a des grosses sécheresses, on a des stress hydriques. On a des problèmes dans nos systèmes alimentaires parce qu'il n'y a plus d'eau. Les nappes phréatiques ne sont plus rechargées. Ça crée des stress thermiques. Ça crée des risques sanitaires parce que dans beaucoup de villes, ben, le taux de mortalité est plus élevé. Ça crée des risques sanitaires pour les plus faibles d'entre nous. Et ça met en danger la faune et la flore qui subissent aussi de plein fouet ces problèmes. Et alors, souvent, on a tout l'inverse qui se passe en fin de canicule, ben, c'est le déluge. Ce sont les orages, les pluies torrentielles, les vents violents. Et alors en ville, ça se traduit par des inondations, ben, surtout à Bruxelles, parce que les égouts sont surchargés. C'est pas tant à Bruxelles, c'est pas tant un phénomène de surcharge des rivières et des cours d'eau, c'est plutôt les égouts qui forcément n'arrivent pas à suivre par rapport à tout ce volume qui arrive en un coup. Et à Bruxelles, ben, vous savez que la pluie tombe sur la toiture, va dans le réseau de dégouttage et est envoyée vers la station d'épuration. Pour expliquer simplement, en cas de surcharge, eh ben, il y a un bypass qui se fait directement dans la Seine. Donc on se retrouve avec des phénomènes de pollution des cours d'eau. Autre problème, ça lessive le sous-sol. Donc l'eau, elle finit quand même à un moment donné par s'infiltrer et elle lessive toute la structure de nos routes, de nos rues. Et c'est pour ça qu'on peut se rendre compte qu'à plusieurs endroits en ville, ben, on a des affaissements, tout simplement. Et dernier problème, c'est qu'il n'y a pas d'infiltration dans les nappes phréatiques, donc elles ne sont plus rechargées en eau et donc ça pose un stress hydrique très important. Donc, moralité, ça crée des dégâts matériels très importants qui coûtent extrêmement cher à la collectivité. La cause majeure des inondations, eh bien, en ville, on n'a pas cherché très loin, c'est l'imperméabilisation des sols. En moyenne, comme vous le voyez, 53% du sol bruxellois est imperméable. C'est une moyenne. Par exemple, dans le Pentagone, c'est bien plus élevé que ça. Et malheureusement, ce phénomène est encore en train de s'accroître. Deuxième urgence, urgence environnementale, ben, on en parle peut-être un petit peu moins, mais en gros, on assiste quand même à la disparition de la nature et de la biodiversité due aux activités humaines. Voilà, on ne va pas se mentir. Et on assiste malheureusement à l'effondrement des espèces animales et végétales. À Bruxelles, eh bien, la moitié des oiseaux sont déjà en déclin. À l'index planète vivante de la Belgique, ben, vous voyez vous-même le nombre d'espèces qui sont en déclin et c'est absolument inquiétant parce que pourquoi est-ce qu'on doit absolument s'intéresser à la nature et à la biodiversité en ville? Eh bien parce que la ville, elle a tout simplement pris la place de la nature au départ. Donc elle a créé une rupture dans le paysage naturel. Donc c'est important de garder la continuité dans ce maillage vert et bleu. Euh, alors, préserver la nature, préserver indirectement les pollinisateurs, ouais, c'est préserver toute la chaîne alimentaire naturelle. Et donc, on préserve aussi nos systèmes alimentaires, hein, parce que voilà, nos légumes, ils poussent pas tout seuls, on a besoin des pollinisateurs. La nature nous aide à dépolluer l'air, surtout en ville, et la nature, c'est quelque part notre source principale de bien-être.
J'en arrive à la troisième urgence, urgence de bien-être. On dit souvent Bruxelles, ville verte, mais il y a quand même de grosses carences en espaces verts accessibles au public. La répartition est très inégale. Il y a des quartiers où il y a zéro espace vert, zéro jardin. Et donc, c'est aussi un problème parce qu'il n'y a pas cette manque, il n'y a pas cette continuité naturelle dont la nature et la diversité a besoin. Les espaces verts, ils sont cruciaux. C'est scientifiquement prouvé, hein, pour le repos, le ressourcement, le sport, le jeu, la rencontre, l'épanouissement personnel. Les solutions pour la ville. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, dans ce webinaire, mais elles dépendent d'énormément de facteurs et d'acteurs différents, surtout en Belgique, à Bruxelles. Ça tombe hors mission d'Upgrade, malheureusement. Alors, il y a beaucoup d'études déjà qui ont été faites. Je peux énumérer ici quelques principes qui ont été déjà étudiés par d'autres instances. Eh bien, à ville imperméable, une ville qui surchauffe, des sécheresses en été, un manque de nature, perte de biodiversité, les déchets dont on ne sait plus que faire, un potentiel rupture des systèmes alimentaires, eh bien, une solution, c'est créer la ville éponge, végétaliser, euh, absorber l'eau de pluie, la récupérer, planter des arbres, créer des zones refuges pour la nature sauvage, créer des zones humides, voilà, utiliser des matériaux naturels, biosourcés, qui génèrent des déchets compostables. Petit clin d'œil pour votre isolation de toiture. Et alors une autre qui est produire la nourriture localement. Voilà, je vais passer en intérieur d'îlot. Alors, comment est-ce qu'on va aborder tous ces points-là en intérieur d'îlot pour alors, le cahier de charge, il est costaud, hein. Vous allez voir, aider à compenser ce qui manque dans certains quartiers. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on peut se protéger des extrêmes climatiques? Et comment est-ce qu'on peut indirectement contribuer aux besoins de la ville et essayer quand même de préserver un minimum cette biodiversité? Quelles solutions qui sont faciles et peu coûteuses, parce que c'est quand même à l'échelle individuelle qu'on va devoir faire ça. Tout le monde n'a pas les moyens. Quelles solutions durables? Quelles solutions qui sont résilientes, oui, au pluriel. Quelle solution va pouvoir offrir confort et protection contre les événements climatiques? Quelle solution demande peu d'entretien, peu énergivore, qui fonctionne en autonomie, qui ne tombe pas en panne, qui favorise le bien-être et en plus avec des matériaux qui respectent l'environnement? Alors, je vous propose donc d'explorer 10 pistes concrètes pour réaménager ces interîlots. Comme je disais, ce sont des principes. Et j'adore cette phrase de Bill Mollison. Bien que les problèmes du monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent d'une simplicité embarrassante. Bill Mollison, c'était le père de la permaculture. C'est lui qui a inventé la permaculture avec son acolyte David Holmgren. La permaculture étant un système de conception holistique basé sur l'observation de la nature et l'application que lui a fait en son temps sur les systèmes alimentaires et notamment sur l'agriculture traditionnelle où il s'était rendu compte que l'agriculture polluait les sols et détruisait la biodiversité. Donc ici, je vous propose qu'on mise sur des solutions basées sur la nature. Et pourquoi? Voilà, je vais quand même vous le justifier. La diversité naturelle, à partir des premières plantes, des premiers arbres, c'est 450 millions d'années d'évolution quand même, hein, et d'adaptation. Donc ça veut dire que cette évolution, elle a connu de multiples changements planétaires, des tremblements de terre, des glaciations, des éruptions volcaniques. Et donc la nature s'est adaptée au fil du temps. Donc elle est autonome. La nature propose des services écosystémiques, voilà. Ce sont des services que la nature nous rend indirectement par sa simple présence. Et dans la nature, un problème trouve une solution parce qu'elle s'adapte. Et donc, moi, je n'ai pas peur de dire que c'est la condition de la survie humaine, finalement, puisque elle a perduré dans le temps. Donc, par exemple, voilà, on pourrait, dans vos intérieurs d'îlots, passer de ce qu'on a déjà un petit peu vu à quelque chose peut-être d'un peu plus sympa, être plus joyeux, être plus vivant. Euh, et donc, je vais vous proposer un peu le cheminement pour y arriver. Je bois encore un petit coup d'eau. Voilà. Première chose, c'est observer l'endroit où vous habitez, que ce soit dans votre appartement, que ce soit dans votre jardin, que ce soit dans votre courette. Il y a un certain nombre de choses à vérifier. Donc, premièrement, quelles sont vos ressources en eau pluviale? Quel est votre ensoleillement?
Quelles sont les zones d'ombre dans votre lieu? Quels sont les vents dominants? Quelles sont les zones sèches, les zones humides où l'eau s'accumule? Quel est l'état de votre terrain? Est-ce que c'est une dalle? Est-ce que vous avez du sable, de la terre, du remblai? Est-ce que votre sable est drainant? Est-ce que votre sol est argileux et non drainant? Est-ce qu'il y a des plantes spontanées qui poussent? Et également, c'est vérifier quel est votre voisinage et quelles sont les séparations physiques. Deuxièmement, créer votre programme. C'est-à-dire, c'est de réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite obtenir? Qu'est-ce que je souhaite attirer ou ne plus voir ou changer? Alors, il y a moyen de déménager, ça c'est une chose, mais voilà, il y a des solutions. Et je me dis qu'on n'est pas obligé de déménager pour avoir ce qu'on ne veut plus voir. Il y a moyen d'améliorer les choses, il y a moyen de changer les choses. Et donc, par exemple, est-ce que je souhaite créer un espace partagé avec mes voisins? Ça, c'est un point important que j'ai mis en gras parce que c'est intéressant d'y réfléchir. On n'a pas toujours de l'espace pour faire des choses en ville. Et donc, mutualiser les choses, ben, ça peut être intéressant. Quels éléments est-ce que je souhaite concrètement? Et puis, quelles sont mes ressources, alors que ce soit financier, mais une ressource, ça peut être aussi de l'aide, un réseau, de la famille, des amis, des voisins. Et en point bis, je vous propose de voilà, pour utiliser des solutions basées sur la nature, ça peut être intéressant de s'investir un petit peu et apprendre un peu comment les systèmes naturels fonctionnent. Parce que la nature, c'est une source infinie, c'est complexe. Et donc, comprendre, observer et connaître les interactions et les écosystèmes, ça vous permettra plus tard de faire vous-même et d'interagir avec votre lieu et d'être autonome. Et ça permet aussi de se connecter à la nature et de sortir de ce que j'appelle la peur de l'envahissement et de la méfiance de nature. Et je me justifie parce que je vois beaucoup de gens qui font tout pour supprimer la moindre mauvaise herbe ou faire en sorte que les espaces verts soient très très propres. Mais il faut sortir, je pense, de ce mode de pensée. Vous allez voir pourquoi. Comprendre les services écosystémiques. Alors, bel exemple ici. À quoi sert un arbre? Vous allez poser la question à 10 personnes. Je suis certain qu'il y a des personnes qui vont vous dire, ben, ça fait du bois de chauffage et je peux faire du mobilier avec. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire, oui, ça fait des déchets, ça fait des feuilles qui tombent à l'automne. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ben, ce que vous lisez là, c'est embêtant pour les voitures, ça fait quand même beaucoup de crasse. Mais quand on est dans le fait de comprendre les services écosystémiques, il faut comprendre les bénéfices. Alors, un arbre, ça a énormément de bénéfices. C'est une des plantes les plus évoluées. Voilà, c'est la plante ultime, c'est-à-dire la plante de la forêt. Eh bien, un arbre, premièrement, il nous purifie l'air, il fait de l'oxygène, il absorbe le CO2 et tous nos polluants, et il fait de ce qu'on appelle de l'évapotranspiration, donc il régule l'humidité de l'air, il nous donne de la fraîcheur en été par son simple fait d'exister. Donc sa simple croissance fait qu'il fait de la photosynthèse et donc il y a ces réactions chimiques qui se font et donc il y a la libération euh, aussi de l'humidité. Voilà. Il fournit sa propre nourriture, c'est quand même sympa. Il n'y a pas besoin de le nourrir. Il nous protège contre les rayonnements solaires et il temporise la pluie. Donc ça veut dire qu'il va éviter que le sol se fasse complètement lessiver dès qu'il y a une grosse averse. Accessoirement, il stocke le CO2 et il produit du bois, mais en même temps, ces feuilles eh bien, servent à restructurer les sols et à fabriquer le humus. En plus, dans le cas de terrains en pente, ben, les racines ont tendance à stabiliser les sols. Et en plus, voilà, je rajoute, euh, l'arbre rend les nutriments biodisponibles pour d'autres plantes parce qu'il entre en interaction avec des champignons. C'est quand même génial, non? Euh, donc, les bénéfices écosystémiques. Deuxième point, gérer l'eau pluviale. Alors, vous avez le choix de la récupérer, de la stocker, de la temporiser ou de l'infiltrer. Il y a plusieurs manières de récupérer l'eau pluviale. Alors pourquoi est-ce qu'il faut récupérer l'eau pluviale? Parce que c'est une denrée qui va devenir de plus en plus rare et qu'il est important absolument de garder sur son terrain. Alors on stocke soit dans une citerne. Chez HomeGrid, on a une super brochure à ce sujet. Ça peut être une citerne enterrée, une citerne aérienne.
On peut stocker dans une toiture végétalisée, je ne vais pas rentrer non plus dans ce sujet-là. Et alors, on peut stocker dans ce qu'on appelle des mini-jardins de pluie. Voilà, si vous avez un petit terrain, on peut stocker ça dans ce genre de cuve. Ou alors, on peut fabriquer une mare. L'avantage de ça, c'est qu'on rend l'eau disponible aussi pour les autres espèces vivantes. Donc, le principe, c'est on collecte, on infiltre dans le sol. Quand on tamponne et qu'on stocke dans le sol, ben, ça permet de rendre l'eau disponible pour les plantes et pour les arbres. Et alors, l'excès, soit on l'utilise, on peut le réutiliser dans la maison, par exemple, ou soit on le restitue et on va l'infiltrer dans le sol, par exemple, dans une noue, un jardin de pluie ou dans un massif stockant. Je précise quand même qu'une étude est nécessaire pour ça parce qu'il y a un tas de tests à faire avant, rien que par rapport au volume d'eau que vous allez infiltrer, euh, l'état de votre terrain. Tout simplement, il faut voir s'il est capable d'infiltrer l'eau sur la parcelle. Troisième point, désimperméabiliser les terrasses et les circulations et choisir vos matériaux en fonction de l'orientation. Très important dans l'idée d'infiltrer l'eau et de garder et d'avoir une espèce de réserve d'eau dans le sol, il est important que votre euh, sol soit, je vais dire, poreux, qui puisse permettre l'infiltration et qui puisse garder l'eau. Donc, partez du principe que des matériaux durs, foncés, ont tendance à accumuler la chaleur parce qu'elles ont une forte inertie. Et donc, ça génère de la surchauffe en été. Et on remarque donc, par exemple, si vous utilisez du broyat à des pavés de bois, ça aura plutôt tendance à chauffer la journée, mais la nuit, il n'y aura pas de restitution de chaleur. Autre exemple, ce sont des éléments à joints ouverts comme on voit ici. Ça peut être très joli en plus. Et également, dans ce genre d'allée, on peut en même temps couvrir le sol, en même temps avoir des dalles. Mais en tout cas, on a un principe d'infiltration qui est possible. Alors, solution super efficace contre la surchauffe, c'est planter des arbres et végétaliser pour se protéger du soleil, comme je vous ai dit. L'arbre, il fait de l'évapotranspiration. Beaucoup d'arbres, ça fait beaucoup d'évapotranspiration. Comme ce bel exemple ici de l'île Aubin à Scarbeck, eh bien, par exemple, c'est un exemple d'un intérieur d'îlot qui pourrait être plus résilient contre la surchauffe, c'est-à-dire le groupement d'arbres va faire en sorte que ça va créer des microclimats et que ça va diminuer la température, surtout la nuit, et que ça va permettre un rafraîchissement. La solution qui peut servir en ville, c'est la méthode Miyawaki. Miyawaki, qui était un botaniste japonais qui a inventé, qui a en tout cas trouvé qu'il y avait moyen de faire pousser une microforêt, une forêt native, au fait, hein, en moins de 20 ans. Alors qu'une forêt, normalement, quand vous partez d'un terrain vague, ça met plus ou moins 200 ans à se mettre en place, le temps que la succession écologique se fasse. Mais en tout cas, une méthode Miyawaki sur des terrains plus ou moins grand, parce qu'on peut faire ça à partir de 4 mètres carrés déjà. Ben, vous avez un terrain en commun avec vos voisins, vous plantez une forêt, une micro-forêt, eh bien, en moins de 4 ans, vous allez déjà avoir les premiers arbustes et vous aurez une forêt en une vingtaine d'années avec des arbres qui resteront. On peut imiter la succession écologique naturelle, justement, dont je parlais. On peut s'alterner On peut alterner en fonction des strates de plantation, donc on peut jouer avec la verticalité pour se protéger du soleil. Le soleil en étant soit vertical, soit à mi-saison par exemple, donc on peut avoir des phénomènes de surchauffe déjà à mi-saison. Donc c'est intéressant d'avoir des strates de plantation différentes pour pouvoir justement, toujours l'idée c'est de protéger ce sol, qu'il ne se fasse pas ensoleiller, qu'il ne se fasse pas dessécher. On peut jouer donc avec les mitoyens, on peut jouer avec des structures sur les façades, on peut jouer avec des ombrières, il y a plein de solutions. Ce qui peut être intéressant aussi pour éviter le bruit, pour éviter la surchauffe, parce que ça sont typiquement des endroits où ça peut extrêmement surchauffer parce qu'on crée au fait des pièges à chaleur, eh bien, c'est de remplacer les mitoyens par des séparations végétales. Ça va briser le vent, ça va absorber le bruit, et en utilisant des plantes indigènes, mais vous allez aussi favoriser la biodiversité. Dans ce toutefois, pensez à consulter votre commune et vous mettre bien d'accord avec vos voisins. Si vous commencez à abattre des mitoyens, il y a des règlements à respecter. Et donc, je vous le donne simplement comme principe. Pour sauvegarder notre biodiversité, eh bien, il faut idéalement choisir des arbres et des plantes indigènes, idéalement vivaces et encore mieux rustiques.
Les indigènes, ben, ce sont les plantes d'ici, hein. Ce sont les plantes qui sont le plus adaptées à nos conditions climatiques et à nos sols. Ce sont les plantes qui résisteront mieux aux aléas. Et ce sont en plus des plantes, si elles sont rustiques, elles résistent au gel. En général, quand elles sont vivaces et indigènes, la majorité des plantes résistent au gel. L'avantage des vivaces, c'est qu'elles repoussent chaque année, donc vous ne devez pas courir à votre pépinière préférée pour retrouver des nouvelles plantes. L'avantage de l'alternance aussi, c'est qu'on a des enracinements différents et donc c'est qu'on a des niveaux de stockage d'eau différents dans le sol. La biodiversité est un gage de stabilité des écosystèmes. Vous voyez sur ce schéma, qui est un très bel exemple, exemple numéro un, il n'y a pas de vie. C'est un beau petit jardin propre, mais contre les aléas climatiques, il n'est absolument pas protégé. Au premier orage, le terrain va être noyé. À la première canicule, ce terrain va se durcir et on n'a aucune vie dans ce genre de jardin. C'est malheureusement un paradigme dont je pense il faut penser à sortir si on veut attirer la vie, si on veut changer les choses. La diversité, ça donne une stabilité dans la nature, c'est une protection contre les ravageurs et les maladies. Ça, c'est très important de comprendre. Un exemple facile, c'est le lierre. Le lierre qu'on n'aime pas trop en général parce qu'il s'accroche aux façades. Il a tendance, du coup, à endommager les vieilles façades. Je dis bien les vieilles façades parce que le lierre ne mange pas les façades, mais il s'accroche à l'aide de ventouses. Donc, c'est important, si vous faites monter du lierre sur votre façade, de soit prévoir une structure, soit avoir une façade en bon état. Mais en tout cas, je parlais des effets de service écosystémiques. Le lierre, c'est non seulement un couvre-sol, ça peut servir de haie, ça peut servir de protection de façade. C'est un coupe-vent, c'est un brise-soleil, c'est en plus persistant et surtout c'est très mellifère, c'est un refuge pour les oiseaux. Et c'est une plante incroyable parce qu'elle donne de la nourriture en fin de saison quand toutes les autres plantes ne sont déjà plus. Et c'est une des premières plantes à donner de la nourriture en début de saison après l'hiver. Donc le lierre est ultra important pour la biodiversité. Autre point, on doit pouvoir accepter les plantes spontanées. Euh, les plantes spontanées, eh bien, ce sont les plantes pionnières sur un terrain à nu. Ce sont les premières plantes qui vont pousser et surtout contre le changement climatique, ce sont les plantes qui seront les plus résistantes. Par exemple, l'ortie qu'on n'aime pas trop, malgré que notre grand-mère faisait de l'excellente soupe aux orties, on a plutôt tendance à l'arracher, hein. C'est en général vu comme une mauvaise herbe, comme on appelle ça. C'est pourtant la plante hôte de plein de chenilles, de très beaux papillons. Donc si vous voulez des papillons, eh bien laissez pousser les orties. Point 6. Soigner son sol, le couvrir, c'est un élément essentiel. Un bon sol, c'est un sol qui est vivant, qui est équilibré, qui est aéré, qui est riche en nutriments et qui a un certain taux d'humidité. Ça permet un très bon enracinement des plantes. Contrairement au sol compacté, qui est souvent un sol qui est laissé à nu, il devient étanche parce qu'il y a la croûte de battance qui se forme, donc il n'y a plus aucune plante qui peut pousser dedans. Il devient compact, il devient sec et il chauffe. Il va aussi générer une surchauffe et donc voilà, ce sera contre-productif. Point 7. Valoriser ses déchets. Alors, des déchets, il y a plusieurs moyens de valoriser ces déchets. On a ces déchets ménagers, on a ces déchets verts du jardin ou de sa cour, ou on a les déchets verts qui volent depuis le voisinage. Eh bien, ça peut être intéressant de garder tout ça sur sa parcelle au lieu d'envoyer tout ça dans des sacs poubelles. On a les composteurs classiques que vous connaissez, on a le vermicompost pour appartement, mais aussi dans un jardin ou sur une cour, on peut installer des fascines de branches ou simplement faire une tour à feuilles où le volume va simplement se tasser. J'avais mis ici quand même les chiffres à Bruxelles, les biodéchets, donc les sacs verts et oranges, hein, donc c'est quand même plus de 33 000 tonnes, c'est quand même pas rien, ça fait 2700 camions de 12 tonnes, j'ai fait mon petit calcul, c'est quand même pas rien en termes de pollution, en termes de nuisance. Point 8, démarrer une petite production alimentaire. Alors, ça mérite un webinaire en soi, mais sachez qu'à toute échelle, eh bien, il y a moyen de faire une petite production, que ce soit des aromatiques, quelques légumes, quelques plantes sympas. Il y a moyen de le faire sur votre balcon, dans des sacs, à votre fenêtre. L'avantage de ça, c'est que ça apporte une réelle satisfaction, ça connecte à la nature et c'est une très très belle activité qui en plus eh bien, vous fournira de quoi manger à des moments plus difficiles.
Point 9, ça répond à la notion de grisaille dans les intérieurs d'îlots. On peut apporter plus de lumière. Il y a plusieurs systèmes. Il y a soit des réflecteurs, il y a des miroirs qu'on peut installer. Alors ça paraît bête comme ça, mais ça marche vraiment. Ou simplement, donc en fonction de l'orientation évidemment, ou simplement à l'intérieur, en intérieur d'îlot, on peut peindre les murs en clair. Voilà. Et une dernière solution, c'est d'aménager une mare naturelle, parce que la mare, eh bien, c'est de l'eau. L'eau, ça va refléter le soleil. Et donc, si vous mettez une mare en plein milieu de votre jardin, ben, ça va refléter la lumière partout dans votre intérieur d'îlot. Point 10, c'est de William, réduire les ouais, interventions humaines. oui, William, tu m'avais dit de te prévenir au point 10, t'es encore bon au niveau du temps. Tout va Ok, bien. Charles, merci, merci bien. Réduire les interventions humaines. C'est pas tout de mettre toutes ces belles pratiques en œuvre, mais si vous balancez des pesticides, des herbicides, eh bien toute cette petite vie du sous-sol, toute cette biodiversité va simplement disparaître. Et donc on évite à tout prix. Des amendements chimiques, on évite. On a le compost qui peut nourrir le sol. Dans la gestion, il y a une taille douce des arbres. Il faut respecter les saisons pour tailler un arbre, par exemple. On peut, même dans des petits jardins, on peut jouer avec la tonte alternée. C'est très sympa, ça fait des très beaux effets. Eh bien, on va tondre alors uniquement les parties dont on a vraiment besoin qu'elles soient tondues, et le reste, on va laisser pousser. Ça fait un refuge pour la diversité et surtout, ça maintient l'humidité de votre sol. Petit clin d'œil d'ailleurs, si vous voulez moins arroser votre pelouse, eh bien laissez pousser votre pelouse. Laissez au moins 3, 4, 5 cm. Vous allez voir, en été, ça va faire toute la différence. L'humidité va être bien mieux maintenue. Autre possibilité de refuge, c'est de laisser tout simplement au sol vos déchets verts, de jeter ça dans un petit coin et pas besoin d'aller chez Nature et Découverte acheter une super hôtel à insectes qui coûte cher. Laissez simplement vos bûches au sol, laissez votre bois au sol, faites des fascines, eh bien, il y aura des insectes, des abeilles qui vont venir y prendre refuge. Laisser les feuilles au sol, c'est aussi une manière de favoriser la vie, la biodiversité. Il y a énormément de pollinisateurs qui viennent pondre leurs œufs et qui, du coup, trouvent refuge. Petit point 11, quand même, je le fais rapidement. Charles, si tu permets, petite technique pour créer son plan. Voilà, ça demande, je vais le faire très vite, hein, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on peut choisir ses éléments, on peut découper des petits post-it, coller tout ça sur son plan et puis sortir ses plus beaux crayons de couleur et inventer son jardin ou son lieu de rêve. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de projets. Dans les jardins projets collectifs, on a l'île au bain à Scarbeck, très chouette. Pépinière La Pousse qui pousse à Saint-Gilles aussi. C'est une pépinière en intérieur d'îlot. Absolument, ça vaut absolument la peine d'être vu. Il y a des composts collectifs qui existent. J'adore cette image de gauche parce que on voit vraiment bien des maisons mitoyennes où la partie des mitoyens ont été partiellement retirés et on a créé une zone commune qui permet simplement de profiter d'un plus bel espace à plusieurs. C'est quand même absolument super. Un potager vignoble grès couronne aussi. Les projets en collectif, notamment, il y a des appels à projets hein, qui se donnent, qui se profilent. Ça vaut la peine de participer, parfois entre voisins, de se grouper et de faire des projets sympas comme ceux-là. Les jardins individuels, ben là, il y a toutes les configurations possibles. On voit deux beaux petits exemples. À droite, un exemple très simple. Il ne doit pas y avoir énormément de soleil, mais on a quand même quelque chose de chouette et qui sûrement va apporter beaucoup de fraîcheur en été. Un autre exemple, très perméable au niveau du sol. On a joué avec la verticalité, on a joué avec les murs clairs, très chouette aussi. Dans des cours intérieurs, on peut faire des choses très sympas aussi. Par exemple, à gauche, on joue sur la verticalité. À droite, c'est Mundo N, Mundo Namur, où on a simplement transformé, enfin simplement, on a transformé un parking en mare avec une zone sauvage. Absolument splendide. J'aime beaucoup ce projet-ci dans une cour intérieure. On a gardé les murs clairs, l'espace est tout petit et on a joué sur l'alternance des plantations. Les arbres, je pense que ce sont des arbres fruitiers, donc ça doit sûrement attirer les oiseaux, ça doit sûrement donner des fruits. Euh, Petite pièce d'eau qui va refléter la lumière, très sympa. Et à droite aussi un exemple très simple, hein. Vous voyez, on peut faire les choses très simplement en gardant les pavés à joints alternés, ouverts et en utilisant simplement quelques plantes bien choisies. Une terrasse, un exemple
plus sobre, voilà, un peu plus travaillé, moins de folie au niveau de la végétation. Donc il y aura peut-être aussi moins de fraîcheur en été. Mais bon, voilà, c'est un choix ici. Mais c'est très joli et ça valorise certainement l'espace qui était un petit peu nu avant. Et alors on a les toitures végétales qui peuvent aussi être des mix hein, avec des fonctions utilitaires comme des terrasses ou des lieux partagés, et alors des fonctions potagères, des fonctions où simplement il y a des plantes sauvages qui poussent. Il en faut un peu pour tous les goûts, hein. Un bel exemple à Paris, et alors un excellent exemple que je vous invite vivement à aller visiter, c'est Pacte à Anvers. C'est un projet en intérieur d'îlot, mais qui est une revalorisation d'un ancien site industriel. Donc, on a une ferme urbaine en toiture, et on a alors des lieux collectifs et des ateliers et autres aux autres étages. C'est vraiment génial. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Voilà, on en arrive aux conclusions. Et je reviens avec ma petite formule de Bill Mollison que je ne vais pas vous relire, mais je pense qu'il est urgent que l'humain revoie un petit peu son rapport à la nature, accepte de la comprendre, et c'est ça qui est le plus difficile, et qui accepte de cohabiter et de coopérer avec elle au lieu de vouloir contrôler et soumettre. C'est ce qu'on a beaucoup fait dans nos villes, et je crois qu'on en paye le prix aujourd'hui. À retenir de ce webinaire. Donc nos villes sont fortement soumises aux extrêmes climatiques et, à mon sens, nécessitent des adaptations qui sont vraiment urgentes pour pouvoir perdurer. La nature et la biodiversité sont en déclin. Les villes y contribuent par leur développement essentiellement minéral. Et alors, on a vu que les solutions basées sur la nature peuvent être robustes, durables, faciles, peu ou pas énergivores, non polluantes. Elles contribuent en plus au bien-être. Euh, j'ai oublié de vous dire que les arbres, par exemple, émettent des composés organiques volatiles qui s'appellent des phytoncides. Donc, ce sont des molécules qui sont censées les protéger contre des attaques. Eh bien, ces molécules, elles ont un effet immédiat sur notre système nerveux. Et donc, ça veut dire que se promener en forêt, par exemple, eh bien, ça apporte physiquement quelque chose. C'est pas simplement de l'ordre du ressenti. Donc, les intérieurs d'îlots, au fait, ça présente quand même un formidable potentiel quand on y pense, pour contribuer à construire cette résilience. Je dis bien contribuer, parce qu'on ne va pas pouvoir faire ça que en intérieur d'îlots, et aider à sauvegarder la diversité naturelle qui est quand même source de vie. Chacun peut contribuer à son échelle, c'est ça qui est chouette, que ce soit sur votre terrasse, sur votre balcon, dans votre jardin, et chaque petit geste peut compter pour limiter cet impact du changement climatique, mais surtout si on est 1 100 000 Bruxellois à le faire. Euh, mais les solutions basées sur la nature, c'est un peu complexe, et ça implique d'accepter de bien vouloir cohabiter avec elle. On arrive à la fin de ce webinaire, et donc petit mot de la fin, c'est accueillir la nature chez vous. C'est d'une part accepter la diversité et sa richesse, mais surtout, et pour vos enfants et pour vos arrière-petits-enfants, avoir un formidable laboratoire d'observation pour apprendre à connaître et l'apprécier à sa juste valeur, et qui permettra peut-être de contribuer à la sauvegarder. Comme disait Jacques-Yves Cousteau, on protège ce qu'on aime, et on n'aime que ce qu'on connaît. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je suis ouvert à vos questions. Merci William pour ta présentation, c'était super bien illustré. C'était assez super inspirant, j'ai envie de dire. Tu nous laisses tous un peu rêveurs, j'imagine que on va se passer un petit moment à réfléchir à l'amélioration de nos espaces extérieurs. Et effectivement, comme tu le dis, on va passer à la série des questions et des réponses. J'ai une première question qui est le parterre autour de l'arbre qui est situé devant mon immeuble, donc probablement dans l'espace public. Est-ce qu'il faut laisser pousser? Est-ce qu'on peut planter quelque chose? Est-ce qu'on a intérêt à laisser les feuilles dans le but d'offrir le meilleur à l'arbre, bon, pour qu'il continue sa croissance? Qu'est-ce que tu conseilles sur ces parterres autour des arbres? Alors, les parterres autour des arbres, ça vaut la peine en tout cas de les planter de manière variée, parce que on va évidemment maintenir un taux d'humidité autour de l'arbre. Bon, il faut savoir que l'arbre, il va puiser ses nutriments très très loin dans le sol. Donc peut-être que ça va pas bénéficier à lui directement, mais en tout cas, ça va nourrir le sol, ça va faire en sorte que le sol restera vivant et ne sera pas mis à nu, et donc sujet au lessivage ou à la disparition simplement
de l'humus qui est au-dessous. Mm. Pour rebondir un petit peu dans Ascarbeck, il y a deux, trois arbres où en fait ça devenait des dépôts de poubelles Oui, au coin des rues et c'est vrai que la commune a installé des petites barrières autour et les gens ont planté des choses et il y a des rosiers, des choses comme ça qui poussent, c'est assez agréable, en tout cas beaucoup plus sympa que des poubelles. c'est Donc vrai, et c'est un peu triste aussi que les gens voient en général les choses plutôt comme des mauvaises herbes et donc ont mhm, tendance à entasser leurs poubelles où les seuls qui en bénéficient vraiment, ce sont leurs chiens. Heureux pour les chiens, mais malheureusement, ça contribue quand même à détruire pas mal ces beaux petits espaces dans ça lesquels c'est les gens vrai. mettent beaucoup d'énergie. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur la question des balcons et des terrasses? Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont un peu sur leur faim. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? À quel niveau? Bah, pour rendre ça plus agréable, plus accueillant pour la biodiversité. On ne peut pas tout casser pour laisser infiltrer l'eau, ça c'est sûr, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être faites, des essences pratiques à utiliser, des petits tips ou à faire ou à ne pas faire sur ces espaces extérieurs. Moi, je resterai sur le même principe de garder des espèces indigènes et surtout de planter quelques espèces ensemble, de faire par exemple des grands bacs sur un balcon où on va mélanger plusieurs espèces. Et bon, déjà, ça c'est très sympa, c'est très joli et ça donne un très bel effet. Euh, Après, comme on a vu sur le petit, est-ce que je peux revenir dans mon exemple ici? Voilà, cet exemple-là, on joue ici sur l'alternance entre des petits arbustes, des plantes hautes, des plantes herbacées, des couvre-sols, etc. Donc, sur un balcon, on peut accrocher des choses. Il y a des systèmes qui existent. Donc, voilà, je n'ai pas l'illustration ici directement. J'avais parlé au slide sur l'agriculture urbaine, mais on voit des exemples hein, de sacs. C'est aussi un exemple très simple de sacs qui pendent au balcon, mais alors on peut poser des vasques au sol, avoir des petits jardins de pluie par exemple sur un balcon, ça c'est super aussi parce qu'on a une garde d'eau en permanence avec des plantes aquatiques qui poussent dedans, ça peut être très sympa. Évidemment, sur un balcon, en fonction de l'orientation, si vous êtes plein sud, il ne faut pas les mettre des fougères, par exemple, parce que là, elles ne tiendront pas. Mais je ne suis pas non plus à pousser pour les géraniums, qui sont par exemple l'exemple type de la plante horticole qui n'offre rien pour la biodiversité et qui n'offre rien pour les butineurs, qui est simplement jolie, et encore ça se discute, mais voilà, qui est une plante horticole qu'il faut aussi replanter chaque année. Ok, merci pour quelques tips en plus pour les ménages. Alors, j'ai une question sur un vieux jardin de ville avec des murs mitoyens, quelques grands arbres. Tu parlais tout à l'heure de forêt urbaine. En présence de l'armilière dans le sol, est-ce qu'on aurait intérêt à ramasser les feuilles ou à les laisser, puisque tu proposais de laisser les feuilles? Si tu ne sais pas, tu peux aussi dire que c'est Je quelque ne chose de sais très pas, spécifique. je suis pas non plus, voilà, je suis pas non plus botaniste. J'ai, j'ai des notions de paysage et de naturalisme, mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à ça. Je pense que ça vaut le coup de vous renseigner sur les risques liés aux larmilières et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour protéger le reste de la végétation. Alors, quelques informations sur la végétalisation des toitures. Nous allons réaliser un toit plat au printemps. On aimerait des solutions pour installer des plantes et des arbustes. L'architecte leur a parlé de systèmes extensifs, intensifs. Est-ce que tu peux un petit peu développer ces points-là en indiquant qu'on a une brochure à ce sujet, bien évidemment. Oui, donc j'indique qu'on a une super brochure à ce sujet. Évidemment, bon, une toiture extensive, c'est une toiture où il n'y a pas beaucoup de terre, donc ça veut dire que le choix des plantes va être très limité. En général, on fonctionne avec plutôt des types de plantes grasses, mais ces plantes grasses n'offrent pas non plus une super protection contre la surchauffe. C'est finalement, plus votre couche de terre va être épaisse, plus vous aurez une garde d'eau et plus vous aurez d'inertie pour des plantes qui seront aussi beaucoup plus grandes, qui elles, du coup, vont mieux protéger le sous-sol. Donc, concrètement, tout dépend de l'importance de votre toiture.
moi, je conseillerais de faire une toiture intensive, mais il faut que votre toiture puisse le porter. L'idéal, évidemment, d'avoir le plus de sol possible, parce qu'en plus, ça va vous amener de l'inertie pour votre bâtiment. Si votre bâtiment est plein sud, eh bien, amener de la terre, vous serez mieux protégé que si vous allez simplement l'isoler et mettre une toute petite couche de toiture extensive. Parfait, Au niveau des merci. choix des plantations, c'est très délicat parce que là, il y a vraiment un travail à faire avec soit un ou une paysagiste, soit un botaniste. Mais ça dépend vraiment de l'orientation voilà, et de la configuration. Une question qui est pertinente sur l'eau qui stagne éventuellement dans des parties plates avec des conséquences et des nids d'insectes et donc la transmission de maladies. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a de l'eau qui stagne? J'imagine ça peut être aussi le cas dans une terrasse, une cour. Qu'est-ce que Dans tu des as parties comme... plates, ça veut dire que Bah, ça veut j'imagine comprendre des quand même. contrepentes ou des choses comme ça. On pourrait avoir de l'eau qui stagne dans des coins. Est-ce qu'il y aurait des solutions euh, à la fois qui permettraient d'embellir tout en évitant cette eau qui pourrait être propice à laisser des moustiques pondre leurs œufs. Ben, pour moi, déjà, s'il y a de l'eau qui stagne, c'est qu'il y a un sous-sol qui est étanche. Donc, la première chose, c'est de désimperméabiliser et trouver des systèmes pour que cette eau s'évacue. Elle n'a pas de raison de stagner. Si vous avez une terrasse en dur avec des joints fermés au ciment, ben, c'est clair qu'on aura de l'eau stagnante. Si c'est une dalle béton, on aura de l'eau stagnante. Euh, Par contre, si je vois pas très bien la configuration, si on a un sol, par exemple, très argileux, il y a aussi des risques d'eau stagnante, mais le sol finira quand même toujours par absorber, tandis ce qu'un carrelage ou un dallage ne fera pas. Donc, des solutions, pour moi, j'en reviens aux solutions de base, c'est désimperméabiliser, faites en sorte que l'eau s'en aille. Mm. Ce qui est pas toujours possible euh, sur des constructions style terrasse ou balcon, hein. Bien sûr. Là, on a plus des problèmes constructifs de contrepente, mais est-ce que mettre... Mais alors, ouais, ça devient effectivement un problème constructif à ce moment-là qui est peut-être important de gérer en premier lieu. Ok, merci pour cette réponse. Alors j'ai deux questions, encore une sur sur cette eau qui stagne. Par exemple dans les mares, tu conseillais les mares. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter la propagation des moustiques tigres? Est-ce qu'il y a des petites solutions pour les points d'eau? Moi je dirais de mettre des poissons. Ce que j'ai peut-être pas expliqué, c'est que ici, avec tout ce qu'on met en place, on va créer un genre de système. On va créer un échange entre ce qu'on va planter, entre les pièces d'eau qu'on va mettre, entre les espèces qu'on va vouloir attirer. À un moment donné, l'idée, c'est que tout ça s'équilibre. On va pas mettre uniquement une mare sans plantation autour. On va pas mettre uniquement un nichoir au milieu d'un jardin en espérant que les oiseaux viennent. Non, on va implanter les choses pour qu'il y ait des écosystèmes qui se mettent en place. Et donc, je n'ai pas de solution contre les moustiques tigres, c'est plutôt une solution contre les moustiques en général. Si vous voulez vous débarrasser des moustiques parce que vous avez mis une mare, ben, faites en sorte d'attirer les libellules, les oiseaux qui vont les manger. Des poissons dans la Alors mare voilà, c'est un éventuellement pour manger principe les très œufs? général, hein, attention. Il faut voir au cas par cas. Et je ne veux pas non plus m'avancer non plus dans des solutions pointues ici. Mais le principe de la nature, c'est ça. Des moustiques, il y en a. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus chez vous qu'ailleurs? Ben, il faut se poser la question. Pourquoi il y en a plus chez vous qu'ailleurs? Ok. Alors une question qui sort un tout petit peu, mais la cohabitation entre des intérieurs d'îlots et les pompes à chaleur. Euh, Ah, ah. est-ce que la végétation peut aider à, peut-être en limitant le réfléchissement du son, des choses comme ça, la réverbération? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, le fait de planter par rapport à avoir des mitoyens qui réfléchissent le son, ça peut être bénéfique pour étouffer le son. Maintenant, quelles sont les possibilités d'aller planter autour de ces machines? Euh, Qui sont généralement posées sur du dur, donc au niveau des plantations, on est plus sur des choses en voilà, pot il y a ça qu'autre aussi. chose. Oui, Mm. oui, Une dernière question, ce qui rappelle un peu les services d'Homegrade. On peut discuter de vos projets. Maintenant, nous ne sommes pas spécialisés dans les aménagements d'espaces extérieurs. Notre but, c'est vraiment la rénovation de l'habitat et du logement à proprement parler. Maintenant, si vous avez une ou l'autre question spécifique, vous pouvez toujours nous l'envoyer avec des photos et on verra quel est le meilleur suivi qu'on pourra faire et la meilleure réponse qu'on pourra vous apporter. Et bien sûr. bah voilà,
voilà, on arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup William pour ce voyage dans nos intérieurs d'îlots, pour toutes ces idées Bien, avec plaisir. que tu as pu nous apporter. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui étaient présents ce jour, vous étiez plus de 40. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi et au plaisir de vous revoir en 2026. À bientôt. William, à bientôt. Merci Charles. À bientôt et bonne chance pour